Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très contente d'être là ce soir. Alors pour vous retrouver pour une nouvelle saison de décryptage, un petit peu plus tardive que les autres années. Et je suis encore plus contente d'être là pour ce cycle spécial années 80. Et en plus pour parler, commenter, décoder des images de la mode des années 80. Alors je vous rappelle très rapidement le principe de ce rendez-vous. Une fois par mois, un thème, 2 invités et plein d'images. Alors le thème et les images, on l'a dit, c'est la mode des années 80. Elles ont été choisies par mes 2 invités que je vous présente tout de suite. Donc Agnès B, bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes styliste. Alice Pfeiffer, bonsoir à vous, bienvenue. Alors vous êtes journaliste, spécialiste de mode, vous travaillez aux Inrock, vous dirigez les pages style des Inrock, vous travaillez aussi à Antidote, sur Radio Nova, vous écrivez aussi pour The Guardian et d'autres papiers. Tout à fait. Bravo. Bravo également. Alors, juste une chose, on n'avait pas prévu ça, mais en fait, vous aimeriez faire une photo. Pour ma maman. Voilà, pour montrer que vous faites des choses sérieuses. Je crois qu'elle a toujours pas compris exactement ce que je fais, si c'est je suis dans la pièce ou de quel côté, ou si je suis assise ou pas. Donc oui, si... Bon, faites une photo, faites un selfie comme ça, si vous voulez. Obligé de faire un selfie avec tout le monde dedans, je suis désolée. Hop là. Voilà, c'est une manière de dire... C'est pour ma mère. Maman. Hop. Hop là. On peut être très chic et appeler ça une mise en abîme, ou bien dire que du 2019 est déjà foutu. Hein. Bah bravo, alors encore bravo pour ce selfie vidéo en guise d'entrée. Bon, alors on va vite rentrer dans le vif du sujet. On a tous en tête des images des années 80, de la mode des années 80. C'est les épaulettes, c'est les pantalons à pinces, c'est le chic, la pop, les golden boys. C'est aussi les premières mannequins noirs. On va aussi jusqu'au début de l'unisexe. Toutes ces images, elles ont la vie dure. On pourra les trouver un petit peu ringardes, mais elles ont quand même transformé profondément notre regard. Alors pour commencer, j'aimerais vous montrer une archivina. C'était la Fashion Week en 1984 avec Claude Montana. Et vous allez voir, le ton est assez étonnant. On est tout de suite plongé dans cette ambiance des années 80. Et ce défilé Montana, c'est l'extrait numéro 2. J'ai tort de me prendre pour la Sévigné, car je ne trouverai jamais les mots pour te décrire mon premier éblouissement lors de ce défilé. Montana a vraiment un sens du magique incroyable. Il ne s'agit plus de se demander si on va ou non porter cela, mais simplement de saluer au passage ces personnages de contes de fées, de la magicienne au petit page, jusqu'à la plus belle des princesses. Super, magnifique, c'est le plus grand, le plus beau. Et ce qui fait Montana, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est spectaculaire, mais c'est beau. Yes, I think so. I think he's one of the leaders of Paris fashion. You come here every year? Yes. Twice a year? Twice a year. Yes. And you like it? I love it. Donc voilà, c'était notre premier extrait, donc une archivina de 1984. Donc c'était la Fashion Week. On se demande si c'est vraiment si différent de notre époque, des Fashion Week et des gens qui se bousculent pour aller voir les défilés. C'est vous, Agnès B, qui m'avez dit, pour les années 80, pour la mode des années 80, j'aimerais voir des images de Claude Montana. Oui, parce que je pense Montana et aussi... comment il s'appelle Thierry Mugler. Thierry Mugler. On va voir une photo juste après. Eux, mais c'était des œuvres... Montana, il faisait une œuvre... Il faut voir les gens qui arrivaient, ils n'étaient pas du tout habillés comme ça. Hein. Vous avez vu, ils étaient habillés qu'un imper beige et un blouson marron. Bon, ils n'étaient pas du tout, c'était pas du tout les vêtements de la rue. Mais ça a dû inspirer sans doute des copieurs, des gens qui s'inspirent de ce genre de trucs.
Moi, j'ai vu 2 défilés dans ma vie. Un de Chanel, quand j'avais 14 ans, avec ma tante qui m'avait amené. Il y avait Chanel. Et l'autre, c'était les adieux de Saint-Laurent, à Beaubourg, au Centre Pompidou. Mais sinon, je ne vois jamais de défilé. Moi, je ne sais pas ce que font les autres. Et à ce moment-là, où moi, j'ai commencé, j'ai ouvert en 76, je savais très peu ce que faisaient les autres. Et j'étais plus avec mes amis, musiciens, ou des gens comme Bazooka, comme Fury, qui est là. Dominique Fury, qui était... Mais montre-toi, Dominique. Elle a d'ailleurs un blouson à moi en cuir blanc qu'elle avait repeint. Voilà. Oui. Et donc, elle était dans le groupe Bazooka qui intervenait à Libération au marbre et qui faisait des dessins dans toutes les pages. Et nous, de temps en temps, on prenait une page de Libé, de Bazooka, on faisait 3 t-shirts en sérigraphie nous-mêmes et on les vendait rue du jour. Donc moi, j'étais déjà pas tellement dans ce monde de la mode à ce moment-là. Je peux expliquer un peu ? Oui, allez-y. Moi qui n'aime pas trop regarder le passé, j'adore le futur. Mon boulot, c'est toujours dans le futur. Bon, alors regardons un peu le passé ensemble. C'est peut-être rigolo. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais eu ma fille Aurore en 79, Iris en 83. Et donc, j'avais des bébés. J'avais une fille aussi qui était pas ado, même pas. Et puis les jumeaux qui étaient moyens. Donc, j'avais 5 enfants, en fait, au début des années 80. Et je ne suis pas tellement sortie au palace et tout ça, moi, je dois dire. Par contre, j'avais beaucoup de copains qui passaient, qui venaient me voir, des musiciens, des cinéastes, des philosophes. Il y avait Deleuze et Félix Guattari qui étaient nos amis qui venaient à la boutique. On passait des moments... Non, c'était pas chic, c'était beau, c'était bien, c'était génial. D'autant plus que je travaillais avec la femme de Gilles Deleuze, Fanny, qui faisait toutes les paperasses avec moi. Mais ça, c'est encore plus Et chic. moi, je faisais les vêtements. Oui. Avec Jean-René de Fleurieux, donc le père de mes filles, avec qui j'ai fait la première boutique aux 3 rues du Jour, là où tout a commencé, notre histoire, disons. Alors que j'étais déjà styliste freelance avant. Mais après, c'est là que ça a commencé, la rue du Jour. Donc vous étiez en dehors un petit peu de ce monde-là, de la Fashion Week, de ce qu'on Complètement. Moi, de j'ai ce qu'on toujours peut avoir été... en tête des années 80 Et je suis de la toujours mode. en dehors de ce monde-là, en fait. Je ne connais pas du tout. J'ai jamais ouvert un cahier de tendance. Je travaille pour moi, pour les gens que j'aime, pour faire plaisir à ceux qui m'achètent mes vêtements. C'est ma manière de travailler. Et là, je porte aujourd'hui une combinaison que je faisais il y a très longtemps. Voilà. Et qui avait d'ailleurs une petite épaulette, parce que dans les combinaisons, c'est plus joli d'avoir les épaules un peu carrées. Donc c'est pas les épaulettes qu'on a en tête des années 80, Non, j'ai jamais fait volumineuses. ça. Non. Un Fury, j'ai jamais fait ça. Parce que l'idée, c'était de porter les porter dans la rue. On a le même intérêt pour la rue, la même empathie. Oui, puis on s'habillait, mais on avait chacun un peu notre look quand même. Hein. Oui, mais chacun à sa manière. C'était pas stéréotypé du tout, la manière de s'habiller. Aussi parce qu'on s'habillait un peu au puce, faut bien dire. Bien avant la mode du vintage. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, en fait. On s'habillait au puce. Et on avait des vêtements uniques. C'était bien aussi, ça. Vous, Alice Pfeiffer, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là ? Vous êtes née, on est né la même année, on est né en 1985, donc les années 80, c'est des souvenirs de films, d'images comme ça. J'en ai aucun souvenir. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de voir, vu l'accélération des tendances, j'ai l'impression de voir quelque chose qui date pratiquement du Moyen-Âge. Je veux dire, j'étais invitée à une soirée déguisée en Angleterre et le thème c'était 2015. Et tout le monde disait, oh, this is so 2015. Je sais même pas c'était quoi l'année, qu'est-ce qui s'est passé dans la mode en 2015. Pré-internet, c'est impensable. Mais le peu que je remarque, c'est qu'on a toujours l'impression de s'habiller dans un semblant de neutralité. Et pourtant, quand on regarde les albums de famille, on voit qu'on était absolument tous avec des choucroutes sur la tête, des leggings et des... Hyper daté. Choucroute, non, pas choucroute en 80. 60, choucroute. Ah, il y a eu plusieurs... Ah bon ? Peut-être, je sais pas. On aurait dû faire un onglet choucroute, je pense, pour cette soirée. Donc, Mais... les années 80, dans l'imaginaire qu'on a, c'est effectivement les épaulettes. Pour le dire très grossièrement, on peut voir par exemple les images de Thierry Mugler, numéro 12, ça peut être ça par exemple, les années 80. Oui, puis alors même dans la musique, ça a changé tout d'un coup. On a toujours écouté Bowie, mais tout d'un coup, il y a eu Brian Ferry avec des filles avec des épaulettes comme ça, tout en noir, avec des escarpins noirs. C'était le contraire des années 70, qui étaient les années hippies. Rock'n'roll, hippie, résistance, tout ça, la suite de 68. Il y a eu des luttes en Amérique. Moi, j'étais beaucoup aussi avec les luttes, depuis toujours et toujours. Parce que la partie politique, le vêtement, c'est politique aussi.
un vêtement qu'on met un soir et qu'on fout en bas de son placard et qu'après on ne sait plus quoi en faire, c'est le contraire de ce que je fais. Moi, je fais des vêtements qu'on use jusqu'au bout et qu'on remélange autrement. Et donc, il y a eu aussi, dans ces années 80, il y a eu 2 drames. C'était la drogue, des morts par la drogue, et le début du sida. Donc, je crois que l'envie de s'amuser, elle était décuplée par la peur de tout ce qui se passait. Et ça, c'est très important à prendre en compte, je pense. Oui, c'est une décennie qui a été très extrême, en fait, soit dans quelque chose de très dur, soit dans quelque chose de très clinquant. Oui, et c'était une manière peut-être de faire une sorte d'exorcisme, un truc comme ça, je pense. Mais ça, c'est intéressant sur même le statut des images ou de la mode ou de ce qu'elle a pu représenter. Est-ce qu'elle était là pour masquer? Est-ce qu'on rentre dans un régime d'image qui est dans une esthétique vraiment clinquante ou qui cache la difficulté? Ou est-ce qu'il est resté quelque chose de plus profond? Ouais, moi je crois que c'était quelque chose oublié, ce qui se passait de pas bien. À New York, c'était pareil. Il y avait une hécatombe parmi les artistes, parmi les gens de la mode aussi. Il y a eu des gens très, très... Ça a été terrible. Sans parler, je vous dis, à Paris, la drogue, il y a eu plein de gens qui sont morts, qui étaient jeunes. Donc là, on parle de mode. La mode, c'est là tout le temps, même tout le temps, bon, quoi qu'il arrive. On a envie de nouveautés, de nouvelles choses, ou de nouveau porter des vêtements, de nouvelles manières de porter des vêtements pour être soi-même aussi. Moi, c'est plutôt ces gens-là que j'habille. Ceux qui ont envie d'être eux-mêmes, qui n'ont pas envie d'être un porte-manteau de Mugler ou de Montana. Bah justement, il y a Thierry Mugler derrière vous, une de ses créations. Toutes les deux, vous m'avez demandé des images de Thierry Mugler. Donc Alice, ça c'est Les femmes cyborgs de Thierry Mugler. C'était quelle année ça? Ça, c'est fin des années 80. En fait, ce qui est intéressant avec ça et l'époque actuelle, c'est que, à tous les coups, c'est dans des mouvements, des mouvances technologiques où là, il y avait les premiers Macintosh qui arrivaient à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on a la 1000G, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, et un rapport à la machine qui a changé. Et surtout, je pense que c'est effectivement, comme vous le disiez, des corps affaiblis, et on cherche un corps reprogrammé, recodé, puissant, pour faire face au corps frêle et au corps décharné qu'on a pu voir par les maladies, par les drogues, par une société qui va mal. Et lui, il crée une espèce de surfemme qui racontait une working woman, entre guillemets, donc une femme qui serait au même rang que les hommes, mais qui passerait pas par des artifices dits masculines pour le faire. Donc il n'y aurait pas besoin de se mettre des épaulettes énormes pour prendre visuellement le même espace, visuellement et symboliquement le même espace qu'un homme. Du coup, il était dans aujourd'hui ce qu'on appellerait une dynamique pro-sexe, ou body positive, ou l'idée qu'on peut être Kim Kardashian, par exemple, et être féministe. Je caricature le trait, mais voyez l'idée, c'est-à-dire que on est plus dans un mimétisme masculin pour indiquer de la puissance. Il y avait aussi à ce moment-là Jean-Paul Gaultier avec avec Grace Jones. Alors moi je l'ai l'image Grace Jones, c'est la numéro 8. Je l'avais prise, je vous l'avais pas dit. Mais j'ai pris Grace Jones justement pour qu'on voit aussi effectivement ce genre d'image de femmes puissantes. Voilà. Et après, à côté des photos du palace. Alors là, on a vraiment pour le coup... allez-y, Alice. Ah. Donc là, on a vraiment... Ça, c'est Loulou de la Falaise, là, qui a le béret avec le nœud, à côté de Saint-Laurent. Donc là, on a les photos du palace, on a les photos de Grace Jones, on a l'impression des années festives qui en même temps tranchent avec la difficulté, la radicalité de l'époque. C'est un petit peu, pour moi, l'impression que c'est un peu les clichés des années 80 qui ont la vie dure, justement, qui perdurent. Est-ce que pour vous, les années 80, en fait, ont recelé des profondeurs autres que ces femmes très maquillées ou avec des épaules fortes? On a beaucoup travaillé, nous, là-dessus, avec Jean-François Sens, qui a beaucoup travaillé, qui a fait cette exposition des jeunes gens modernes de 78 à 83. C'était tout ce qui se passait en musique à Paris, des gens qui étaient pas au Palace le soir tellement, comme Étienne Dao, comme plein de gens de ce moment-là, les musiciens Elie et Jacquenot. Il y avait des musiciens formidables, et c'était plutôt un côté punk, un côté très radical et pas du tout, et très créatif. Oui, là on n'est pas dans le côté. Tiens, là il y a un sweat de. Tiens. Là, il y a un sweat de Fury, là. Si vous voulez voir, si vous voulez vous rapprocher, on peut voir. Donc ça, c'était géométrique dans l'esprit du Bauhaus, et là, c'était des petites filles avec du texte, et c'est Lio.
Que j'aime énormément, qui est disparu il y a quelques années. Moi, je l'aime, moi aussi. Donc ça donne une idée des années 80 dans quelque chose qui n'était pas la mode, qui était autre chose. C'était quelque chose de très nécessaire. C'était Modern Young People. Ils se définissaient comme des gens qui n'étaient pas vraiment dans cette société de consommation et tout ça, qui parlaient d'autre chose, qui étaient assez... Ouais. Si vous voulez. Donc, je donnais des t-shirts ou des blousons ou des habits à Fury et elle peignait dessus et on vendait des pièces uniques à ce moment-là. Si vous voulez vous rapprocher pour voir ou si vous voulez passer ou... Voilà. Quelqu'un veut le voir? Oui. C'est là, sinon. Ouais. Ça, c'était une combinaison de bébé en molleton blanc que Fury avait peinte. Voilà. Donc, je lui donnais des habits, elle les peignait, elle les rapportait. Je lui payais son travail, n'est-ce pas? Et puis, on vendait la pièce. Voilà. Et c'était des pièces uniques. Ouais. Alors, je vous propose de voir un extrait d'une vidéo, Agnès, que vous nous avez envoyée. C'est la vidéo numéro 1, On vous voit, en 1977. C'était un faux interview, on avait fait semblant. C'était Rapoport, oui, je vous raconterai. On avait fait semblant que je sois interviewée. C'était au début de la boutique rue du Jour. Et il y avait aussi un truc qui m'avait vachement plu dans ce que tu racontais, c'était le fait de partir d'un modèle que tu reprenais presque chaque année, que tu Je change le tissu, j'allonge, je raccourcis un peu les proportions, je change un peu les proportions, mais j'aime beaucoup faire longtemps le même modèle. À la limite, c'est même plus un modèle, c'est juste un vêtement qui évolue comme a dû évoluer le vêtement de travail depuis qu'il existe, tu vois. Le vêtement de travail, c'est pas fait en un jour. Le vêtement de travail, tu vois, ça a été des mises au point très longues, d'année en année. Ça évolue très doucement, en fait. Moi, je trouve. Je sais pas. Mais moi, j'aime pas les gadgets, j'aime pas les vêtements qui sont chers et rigolos. Je sais pas, j'aime pas ça personnellement. Je pense qu'il y a des gens que ça peut distraire ou à qui ça peut faire plaisir pour se changer les idées et tout. Les tissus changent quand même, souvent. Mais si tu veux un vêtement voyant, pour moi, c'est un vêtement chargé. Tu vois, où il y a trop de choses. Tu vois, ces trois tenues, il n'y a vraiment rien, enfin à mon avis, c'est vraiment simple. Tu vois, il y a des poches pour mettre les mains, et puis il n'y a rien, quoi. Il y a à peine un col, il y a... Tu vois, le pullover est complètement nu, le blouson est nu, la jupe, bon, elle a un volant, parce que j'en ai un peu marre des jupes à beaucoup de volants. Là-bas, c'est pareil, c'est vraiment nu. En fait, j'aime mieux les vêtements que la mode. Ça, c'est intéressant de dire j'aime mieux les vêtements que la mode, parce qu'on parle de la mode des années 80, alors finalement, on devrait parler plutôt des vêtements des années 80. Peut-être. Oui, voilà, la salopette, la combinaison, le costume de travail, tout ça. Au début, je les teignais dans ma baignoire, et puis après, on a pris un teinturier. Puis les jupons, les gens les achetaient, ils n'étaient même pas secs, en toile à beurre. Des jupons à 3 volants en toile à beurre qui étaient longs et qui étaient beaux. On les teignait, on les accrochait au crochet de boucher dans la boutique, là. Et ils finissaient de sécher, les gens les achetaient, ils n'étaient même pas secs, quelquefois. C'était toutes les couleurs comme ça, pendues, c'était très joli. Ouais. Mais c'était notre maison du jour, en fait, la boutique. Il n'y a qu'à voir ma fille en train de danser, là. C'est mis un châle. Mais ça n'a rien à voir, effectivement, avec ce qu'on a vu de la Fashion Week, de Montana, de Thierry Mugler. Et pour vous, vous faites une distinction entre la mode et le vêtement, ce qui est assez intéressant. Vous dites, il n'y a rien, c'est simple. En fait, il n'y a même pas de col, il y a des poches pour mettre les mains. J'ai lutté parce que j'étais chez Pierre Dalby avant. J'étais styliste aussi pour Dalby, avec Castel Bajac. On était tous les deux à ce moment-là. Ils nous achetaient des dessins, des trucs qui se vendaient bien. Enfin, c'était compliqué. Et pour dire que, justement, je pouvais passer un après-midi à faire des poches de saharienne. Tu me fais des poches cet après-midi. Alors, je dis, c'est des poches de saharienne. Je trouvais ça ridicule. Parce que la poche avec le truc là, ou le pli là, ou deux boutons, ou un bouton. Bon, non. J'avais envie de faire des choses simples, qui soient à peine identifiables, quoi.
Finalement, vous avez fait une mode qui n'est pas de la mode, alors, c'est ça? Oui, ça fait longtemps. Vous, Alice, on peut toujours être à la mode avec mes vêtements. Histoire de proportion, je disais déjà ça, mais je peux dire la même chose maintenant. De temps en temps, les jupes sont plus longues, on fait des mini, on fait des longues tubes, ou alors j'ai fait des jupes, par exemple, en plissé soleil. Mais il y en a eu partout, j'ai fait ça il y a 3 ans. Mais je suis énormément copiée, c'est ça qui m'amuse. Parce qu'il faut toujours que j'ai des choses nouvelles. Je fais toujours des choses nouvelles. Hein. Je fais 4 collections par an, 2 pour hommes, 2 pour femmes, sans parler des enfants. Donc, il faut toujours des nouvelles idées, mais les nouvelles idées sont reprises. J'ai jamais ouvert un cahier de tendances, par exemple. Je pense que c'est à des gens comme moi de créer les tendances, justement. Voilà. vous, Alice, qui connaissez bien la mode, vous travaillez sur la mode. Est-ce que vous pensez que la mode des années 80, on la retrouve aujourd'hui? On parle de cycle dans la mode, de répétition. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, les tailles hautes, par exemple, les coupes mulets, tout ce qu'on trouve ringard et qui revient... Oui, avec... C'est la jolie queue de rat derrière. Ah, c'est ça. Je croyais que c'était un vêtement... Non, la coiffure. L'esthétique années 80, la crête. Alors, je pense qu'on la retrouve, et surtout la force qu'a notre année ou qu'a notre période, c'est de réussir à capitaliser sur des notions qui en fait sont là depuis toujours. Je veux dire, aujourd'hui, Mugler, ça s'appellerait, d'ailleurs c'est une vraie tendance, de la mode post-MeToo. Donc c'est des questions autour. Ah oui, c'est déjà un créneau marketing. Unisexe. C'est Mugler. C'est que ça fait un tout petit peu peur si on vous croise dans une ruelle de rue. On peut être sexy, mais quand même terrifiante. Voilà. Et pourquoi post-MeToo? Parce que union des genres, parce que indifférenciation des genres? Parce qu'en fait, il y a toujours, on ressent toujours des impacts sur ce qui s'est passé dans la société, dans les collections. Et je pense qu'effectivement, l'affaire Weinstein a quand même secoué beaucoup de femmes qui tout à coup étaient moins dans des envies de Lolita où on questionnait des modèles iconiques un peu plus faibles ou sexistes, etc. Et donc il y a une resurgence d'épaulettes, de costumes, de vêtements agressif entre guillemets, mais de protection, des figures amazoniennes qui effectivement seraient pas forcément dans de l'unisexe, mais dans une forme de sexualité subversive presque. Après, Mugler et compagnie n'avaient pas les mots. Aujourd'hui, on n'a pas réinventé la roue, mais on a juste des mots pour mieux les mettre sous forme de... Mais on a tout repris, mais on reprend tout. Mais on reprend tout. Mais en fait, c'est des questions qui, tous les 10 ans, on découvre que la mode a aucune mixité. Tous les 10 ans, on découvre que la mode est quand même tenue par des messieurs sexistes en costume gris. Et aujourd'hui, on a juste plus de plateformes pour le dire. Mais c'est des problématiques qui reviennent et qui sont régulières. Et est-ce qu'on peut dire que les années, là, en 2019, qu'on est à la mode des années 80 alors? On est dans en fait, il y a un retour au tailoring qui ressemble, moi, me rappelle certains aspects des années 80. Après, le joli, pas joli, on est à la mode de 2005 en ce moment. Je crois que c'est ça le revival actuel. Mais alors la mode 2005, c'est pantalon. Avril Lavigne, vous vous souvenez? Ah oui. Voilà. Okay. Je lui ai fait honneur en mettant mon plus vilain baggy. Non, mais je pense que dans les années 80, et le rapport au corps, et le rapport à la technologie, et le rapport au rêve et au futur, je pense, est de retour. Mais c'est surtout une envie d'un futur un peu plus utopique face à quelque chose, une société qui n'est pas toujours enthousiasmante. Vous avez parlé du tailoring. Est-ce que vous pensez à une référence en particulier? Je pense par exemple au travail que fait Olivier Rousteing chez Balmain, par exemple. Un rapport qu'il a entre guillemets aux classes plus populaires. Je veux dire, il a travaillé avec les Kardashians. Deuxième mention des Kardashians, dont je suis extrêmement fan. Mais ce serait quelque chose. Ça me rappelle Madonna qui était allée travailler, qui a travaillé avec divers courants underground, avec des chorégraphes. De l'époque du voguing, etc. C'est ce qu'il fait lui aujourd'hui, qui lui a travaillé avec Kid Ismail, qui est l'équivalent français qui est la tête de gondole du voguing en France. Il y a un mélange de genres et la mode descend dans la rue, qui est une expression en fait vraiment compliquée, mais non, c'est des questions qui reviennent avec à côté de ça, de l'impression 3D, d'autres questions environnementales, d'autres techniques artisanales. En fait, c'est du réchauffé des années 80 avec plus de théorie, plus de discours. Je pense une hybridité et avec les outils et les pensées de l'époque. C'est-à-dire que la mémoire est réécrite. Et cette mémoire-là est réécrite pour répondre à ce qu'on essaye de dire aujourd'hui. Alors, on va voir l'image numéro 3. Vous avez parlé de Madonna et c'est vous qui l'avez choisie, Alice Pfeiffer, numéro 3.
Quel bon choix, Alice Pfeiffer. Merci beaucoup. C'était bien, hein, merci. Mais Alors, ça fait assez années 60. Mais oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait la tradition des blondes avec les diamants, comme. Mais c'est pas un truc fréquent, ça, c'est un revival. Comme 20 ans avant Marilyn. Grease, c'était un revival des années 50. Voilà, donc c'est toujours mieux 80. avant. Moi, je trouve donc en fait, c'est qu'il y a toujours un un côté revival. naïf, oui, il y a un côté assez naïf, en fait. Et très peu au point, pas tout à fait au point, que je trouve touchant et que je trouve plutôt bien, en fait. Mais les scènes dans la voiture, elle rejoue des films hollywoodiens et les tapis rouges des années 50-60. Oui, mais c'est cette robe avec ce nœud sur les fesses, là, ce truc. Bon. Et Madonna, c'est drôle parce que la première boutique à New York, en 83, on a ouvert. Et il y avait une fille qui venait tout le temps là et qui voulait absolument le chapeau en cuir Agnès B, le petit, qui s'appelle le Biblos. Elle le voulait. Alors ils m'ont appelé à Paris, ils m'ont dit il y a une fille qui veut appeler. Je dis je sais pas qui c'est. Elle me dit elle s'appelle Madonna. Mais donne-lui le chapeau, on verra bien. C'est pour elle, ça lui fera plaisir. Voilà. Alors elle a eu le chapeau qu'elle attendait et je savais pas qui c'était. Et puis voilà, c'est comme ça. Heureusement de temps en temps, ça peut être comme ça chez nous. Hein. Mais je suis contente de lui avoir offert ce chapeau qu'elle voulait absolument. Elle l'a encore. Puis alors un jour, je lui ai écrit une lettre en lui disant que je trouvais qu'elle devrait s'habiller plus autrement. Plus quoi ? Autrement que les trucs pointus que lui faisait longtemps Jean-Paul après Gaultier. Ouais. Et je lui ai suggéré s'habiller en garçon. Et je vois faire un film avec Madonna. Elle se fait violer avec un pantalon Agnès B en flanelle grise dans ce film. Ah, je me suis dit, tiens, elle a reçu ma lettre. Ça a bien marché. C'est drôle, non mais j'ai choisi le pantalon, j'ai eu la peine à livre, et puis c'est tout. Je ne l'ai pas contacté, je ne l'ai pas vu. On n'en a jamais parlé, bon, c'est comme ça. Mais j'aime bien les bouteilles à la mer, moi, de temps en temps. Alors pourquoi Madonna, Alice ? En fait, ce qui est intéressant, surtout dans cette chanson, c'est que c'était exactement la même période où Judith Butler a signé Gender Trouble, qui était donc la base du questionnement des... Donc trouble dans le genre. Trouble dans le genre, donc sur la base des gender studies, où elle dit on devient femme au moment où on enfile la robe. Et à côté de ça, il y avait Naomi Klein qui a aussi écrit No Logo et qui commençait à pointer du doigt la culture postmoderne de consommation. Et elle assume pleinement être un être matériel, une créature sociale, plus culturelle que naturelle, et en fait une forme de virilité où elle, en anglais, on dirait qu'elle hack the hack, c'est-à-dire ça veut dire quoi ? Hack the hack, ça veut dire que c'est de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'elle a compris comment fonctionnaient les hommes et elle utilise des rites de séduction dans sa trajectoire de projection, sa trajectoire personnelle. Donc elle s'est dit s'il faut passer par là. C'est exactement comme Marilyn Monroe, elle dit moi je veux des diamants, moi je veux de l'or, et plutôt que se rêver CEO, c'est elle qui arnaque le PDG en fait. Donc elle a compris les outils qui font tourner la planète, ou du moins l'Occident dans les années 80-90. Et elle les utilise pour les retourner de façon consciente, presque cynique. Aujourd'hui, elle aurait une ligne de merchandising, par exemple, et elle s'en mettrait plein les poches, sûrement. Mais là, par exemple, dans ce clip, et même dans la manière dont elle est habillée, c'est vrai qu'elle reprend exactement les robes qu'on peut trouver cucu, du nœud dans le dos, même si elle détourne. La culture prom-américaine aussi, de prom-dress. Voilà. Et on peut dire qu'elle les retourne. Est-ce que ça, c'est propre, par exemple, à une imagerie années 80, où, en fait, on reprend tous les codes connus, très cadrés, très hétéronormés, de les hommes s'habillent comme ça, les femmes s'habillent comme ça, et on va tout renverser. Alors, dans le cas de Madonna, je pense qu'elle reprend une pratique punk où on faisait glisser le sens d'un signe en le retournant. C'est-à-dire, par exemple, les femmes punk portaient des barésies déchirées, portaient des mini-jupes en vinyle, tous des attributs dits associés aux femmes de joie, pour dire des choses poliment, et ça en devenait des armes de combat. Madonna, elle a fait également ça, c'est-à-dire que quand elle porte un corset qui est quand même un signe d'oppression féminine, où les femmes se faisaient encore enlever des côtes pour avoir une toute petite taille, et avec des seins pointus, mais qui ressemblent à des obus. Du coup, quelque part, c'est un nouveau, c'est faire tomber le geste ou le signe vestimentaire et réécrire des nouvelles histoires par-dessus. Donc là, on retrouve par exemple les épaulettes, le côté vêtements de guerre ou protection. De protection, d'armée, toutes les femmes interdites en fait. Je crois que ça s'appelle la troisième femme chez Gilles Lipovetsky, c'est-à-dire que c'est ni la mère ni la pute, mais c'est de femme trouble qui est pas raisonnable, qui est pas celle qu'on montre, qui est celle qu'on cache, qui est l'amante, qui est l'autre. Et ça, elle en fait une force. Et elle se fait appeler vierge en plus, donc elle est merveilleuse. Vous, Agnès B, comment, quand vous créez des vêtements ou dans les années 80, quand vous faisiez des vêtements, est-ce que vous aviez en tête non pas la mode et les tendances de ces années-là,
met quand même l'idée qu'il y avait une transformation des genres, une transformation entre les rapports entre hommes et femmes, des rapports de femmes avec le pouvoir. Est-ce que ça, vous vous êtes dit, moi j'ai envie d'être bien, on l'entend dans l'extrait qu'on a vu par exemple, moi ce que j'aime c'est le confort, j'ai un modèle et je vais un petit peu l'ajuster, mais finalement je vais avoir un seul modèle. Est-ce que vous aviez quand même en tête... Non, mais j'en faisais plein de modèles. J'ai fait ce modèle de blouson qui était le minimum, disons. Mais je faisais plein de modèles. Et quand vous les faisiez, est-ce que vous vous disiez, là c'est pour une femme, j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle soit bien? J'essayais tout sur moi. Je voyais comment on était, où étaient les poches, si c'était bien, voilà. Donc c'était plus une question de confort que de représentation, parce que vous avez dit que le vêtement qui me faisait envie, alors j'ai eu envie de... Du coup, j'avais envie d'en faire moi. Et pourquoi ça vous donnait pas envie, les vêtements de l'époque? Je sais pas, j'ai toujours travaillé en fait. Hein. J'ai jamais fait de shopping moi. Je sais pas trop ce que font les autres. Vous me citez des noms que je connais pas, actuels. Hein, mais c'est toujours pareil. Tous les 10 ans, il y a exactement les mêmes personnages qui se recréent. Ouais. Ils ont juste des noms différents. Bon. Mais c'est exactement, c'est les mêmes questions vraiment. Je sais pas, il y a une citation qui m'a toujours marquée qui est de l'architecte Louis Sullivan qui dit « Form follows function », c'est-à-dire l'idée c'est que le vêtement découlerait d'une fonction et non pas d'un désir d'apparence. Bien sûr. Et puis c'est souvent pris à l'envers. On se dit « j'ai envie de paraître ci ou ça », alors tout de se dire « aujourd'hui je dois porter X choses, je dois repeindre mes murs, je dois… Et c'est pour ça qu'on est toujours intéressé par la façon dont les artistes, les artisans travaillent, comment les musiciens travaillent, parce que c'est un corps qui a plein d'autres questions que juste la façon dont il va être lu. Non, bien sûr, il faut régler ce problème-là et penser à autre chose, c'est tout. Le vêtement, c'est ça. Pour moi, le vêtement, c'est ça. Puis j'ai tellement vu de garçons essayer les vestes de filles et tout que très vite, j'ai fait de l'homme aussi. Hein. Oui, mais justement, vous dites que les vêtements d'Agnès B étaient unisexes. Est-ce que ça, c'était réfléchi? C'est d'instinct. Nous, on portait des vestes de travail. J'ai vu sur France 2, avant-hier, ou Antenne 2, je ne sais même pas comment on dit. France 2 maintenant, France 2. Et Antenne 2, c'est un truc sur le Larzac, je vous conseille de regarder ça, pour comprendre l'état d'esprit. Moi, j'étais là-dedans aussi, après 68, il y a eu le Larzac. Entre 72, 74, 77, j'ai été plusieurs fois. Mais c'est passionnant de voir comme les gens se foutaient du vêtement, mais... grave. Alors justement, on va voir des photos de vos vêtements. Il y avait des choses bien plus intéressantes que ça. On va voir des photos de vos vêtements, Agnès B. C'est les photos numéro 5. C'est des photos que vous nous avez indiquées, prises par le photographe Bruce Weber. Voilà, elles sont derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous les commenter en fait? Parce que justement, vous dites que vous avez créé d'instinct. Alors voilà, là, il y a quelques-unes de vos créations qui s'affichent. Bruce Weber était passé à la boutique à Prince Street, qu'on avait ouvert en 83. Et il était parti avec plein de vêtements. Ça serait bien d'éteindre, non? On peut pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Et donc, en 83, il a fait ses photos avec des mannequins qu'il a emmenés sur les plages, avec que mes vêtements à moi, que je faisais à ce moment-là. Voilà. Et il m'a donné 50 tirages signés, noir et blanc, magnifiques, pour me remercier de lui avoir prêté. Et comme on n'a jamais fait de publicité, ces photos sont restées simplement... on les a montrées une fois ou deux dans des boutiques pour montrer ces vêtements. Voilà, la robe à fleurs, le t-shirt rayé. Voilà. Alors ça, c'est quelle année? La chemise blanche, 83. 83, et là, vous aviez créé quoi? Alors là, il y avait une chemise à carreaux, un pantalon léopard. Oui, il avait mélangé à son idée, c'était une chemise d'homme avec le pantalon léopard, la chemise blanche en lin. Mais il y avait plein d'autres photos, hein. Il y avait au moins 50 photos différentes. C'est magnifique, cette série. Et je trouve que ça reste quand même assez actuel. Bon, voilà. Vous avez... Sinon, j'ai toujours fait des photos de mes vêtements, moi, pour aller jusqu'au bout du truc, d'une certaine manière. On peut voir, par exemple, d'autres photos que vous nous avez envoyées. Par exemple, l'été 88. Les photos de l'été 88, c'est vous qui les avez prises? Attendez, montrez-moi, je ne sais pas lesquelles. Alors, numéro 7. Oui, ça, je les ai prises rue de Rivoli où on avait notre bureau. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Une robe en crêpe écossaise, comme ça, boutonnée devant, avec des tennis noirs et des chaussettes. Le chapeau de Madonna, tiens, voilà, en cuir, qu'elle voulait, avec un pantalon large et un blouson, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un blouson en coton, une chemise blanche. Mais finalement, on pourrait très bien voir des gens habillés comme ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et la chemise blanche avec le chapeau. Et alors, la chemise western, elle était belle parce que sur les épaules, c'était de l'organdi blanc qui faisait la pointe western.
Ouais, c'était une jolie chemise, ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, Agnès Beuch, comment ça vous vient, l'idée d'un vêtement, par Ça exemple? me vient tout le temps, ça. Oui, mais par exemple, expliquez-nous, ou pas expliquer ou raconter, par exemple. Ça peut être un tissu qui me donne une idée, ça peut être... je sais pas, ça vient... Les idées, il faut les attraper au vol, ça vient. Mais est-ce que ça vient d'un besoin aussi, par exemple, j'ai pas de petite robe Vichy, alors je m'en fais une, j'en crée une. Oui, ça serait joli sur une fille comme ça, une robe bustier, en Vichy, évidemment. De toute façon, le Vichy, j'ai toujours aimé ça beaucoup. Pourquoi? Parce que ça me fait penser au premier film de Vadim avec Brigitte Bardot, je sais pas, c'est un peu cette époque-là, 60. Et la campagne aussi, à la campagne, les femmes, elles avaient des blouses boutonnées devant. En Vichy, moi, je trouvais ça très beau. Elles traillaient les vaches, je trouvais ça très joli, par exemple, quand j'étais petite, oui, dans le Perche. Et vous avez dit tout à l'heure que les vêtements avaient toujours un usage politique, sinon, en fait, on les mettait au fond de son placard et on les utilisait plus et ça n'avait aucun intérêt. Pas forcément un usage politique, mais de plus en plus, je pense que les gens ont conscience que la surconsommation, et Dieu sait si on s'est battu contre ça, bon, en 68. Moi, je ne suis pas pour la consommation maximum. Je pense que les vêtements, on peut les garder très longtemps. C'est plutôt ça sur quoi je travaille. Je ne suis pas sur l'éphémère, très bon marché, qui ne tient pas le coup au lavage, tout ça. J'ai toujours envie que les matières soient bien, que ça soit bien coupé. Parce que vous parlez du tailor cut, moi j'adore faire des tailleurs de femmes ou d'hommes d'ailleurs, des vestes construites très bien coupées dans des beaux tissus, j'adore faire ça. Hein. Parce que là j'ai l'impression d'avoir fait mon travail bien. Ouais. Que la coupe soit bien, qu'elle ne soit pas datée, que ce soit un beau tissu. Je sais pas, je vois tout le temps des gens avec des vêtements qu'ils ont depuis je sais pas quand, ils me racontent l'histoire du vêtement et tout ça. Hein. Oui. Mais en plus, il y a longtemps que je pense que on va finir par être plus dans l'être que dans le paraître. Moi, le paraître, ça m'embête. Mais là, par exemple, avec ces vêtements, vous êtes plus dans l'être que dans le paraître? Bah oui, je crois. Ce qui est marrant, c'est que ça pourrait être un shoot actuel. Mais c'est ça. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout la photo à droite avec les tennis, avec les chaussures noires et la robe un peu large comme ça. Elle est complètement actuelle. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous voyez pour que, parce que comme où je la tiens. Une robe en viscose écossaise d'ailleurs un peu longue. Mais vous voyez, j'ai toujours mis des talons plats. Quand on me dit le retour des talons plats, ça me fait rigoler moi. Bon. De temps en temps, on dit le retour d'un truc. Ah bon, très bien, merci, je savais pas. Ça aussi, c'est très vieux. Regardez, c'est 83. Il y a le cardigan pression mini avec le tissu avec des cœurs que j'avais dessiné. Ça c'est 83. Oui. J'étais allée au quai André Citroën, là. Il y avait les terrains Citroën. Et c'était une espèce de no man's land. Et j'avais ça, c'est très. Là-bas. On habillait pareil. C'est photos, exactement. Bon, si vous voulez voir, parce que vous êtes ceux qui sont au fond, je suis désolée, vous ne voyez pas alors, mais il faudra que vous regardiez les photos de plus près. Voilà. On parlait du tailor cut. Est-ce qu'on peut voir la photo numéro... Alors non, c'est l'image numéro 4. Ça, c'était beau, une photo que j'avais faite de cette fille. Quand aussi. Alice aura... C'est le cardigan pression. Non, alors, on va fêter les 40 ans du cardigan pression. Alors là, il y a joyeux anniversaire. Ouais. Au cardigan. On va le fêter au mois de septembre, octobre, par là. Alors, il y a plein de trucs. Mais je vous le donne. Merci beaucoup. Alors, on va regarder... Je suis désolée de vous interrompre. Alors, on parlait du tailor cut tout à l'heure, Alice. Il y a... vous m'avez indiqué une image d'un film que moi, j'adore, qui s'appelle Working Girl, qui date de 1988. Alors moi, je préférais qu'on voit directement la bande-annonce. Ah, oui, donc, c'est l'image numéro 4, enfin, la vidéo numéro 4. Once upon a time, there was a struggling secretary from Staten Island. There is no paper in this stall. Get me some! Who had a boss from hell. I'd love to help you, but you can't busy the quarterback with passing out the Gatorade. She was after a charming bachelor. Big Jack, come out to play. Little Jack really has to get going. Little Katie's been so lonely. But he had his eye on someone else. What did happen exactly? The earth moved. The angels wept. Little.
And that's where our story begins. Thank God I'm here. Catherine, what? This woman is my secretary. You're not her secretary. You're like one of those crazed cops, aren't you? The kind nobody wants to ride with. His partners all end up dead or crazy. 20th Century Fox presents Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith, in a new film directed by Mike Nichols. You know, maybe I just don't like you. Me? Nah. Working Girl. Bravo, super. Merci. Alors je suis désolée, j'ai essayé de trouver la bande-annonce en français ou avec des sous-titres. Je ne l'ai pas trouvée. Je pense. Non. Et alors moi, c'est un film que j'ai beaucoup regardé et j'étais très impressionnée parce qu'en fait, on voit Melanie Griffith dans la bande-annonce. En fait, au tout début du film, elle a justement, alors choucroute, pas choucroute, une sorte de masse de cheveux assez conséquente. Son amie Cynthia est maquillée de manière très voyante et au fur et à mesure, en fait, elle va complètement se lisser et adopter en fait un look beaucoup plus masculin. Et c'est vrai que pour moi, ce film est représentatif de la mode des années 80 et de ce changement d'une femme qui passe d'un statut d'objet très désiré à « je vais prendre le pouvoir » et c'est ça qui va se passer par ma transformation physique. Le problème, c'est que c'est à double tranchant, ce film. C'est-à-dire que d'un côté, on nous montre le pouvoir et performatif et transformatif du vêtement, c'est-à-dire que c'est, en anglais on dit fake it until you make it. Donc si tu as la gueule de l'emploi, pourquoi pas, c'est un bon début. De l'autre côté, c'est pas seulement une masculinisation, c'est aussi un embourgeoisement blanc, bourgeois, occidental. Enfin, elles se font dans des codes. C'est un combat, c'est une lutte de classe, ce film. C'est-à-dire que c'est une fille qui vient de Staten Island, donc une banlieue plus populaire, qui arrive et qui n'a pas les bons codes et qui est ridicule parce qu'elle a un décolleté dont tout le monde se moque, et on commence à la prendre au sérieux le jour où elle se maquille un petit peu moins et et quand elle enlève les dorures et quand elle enlève, voilà, exactement, donc pas de symboles trop clinquants, etc. Donc elle a réussi à jouer avec les codes de l'oppresseur et de la figure dominante. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un succès pour elle, ça renforce la machine néanmoins. Donc ça veut dire qu'elle était incapable d'y arriver, ou elle ne s'assumait pas, ou elle était dans un système où c'était barricadé, si elle avait l'air très clairement d'une jeune femme sexy de classe populaire. C'est... Le verre est moitié quelque chose, disons. Vous, Agnès B, vous connaissiez ce film? Non. Je crois que vous avez tout vu dans la bande-annonce. Le diable s'habille en Prada. C'est pareil. Ah oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ça. Mais c'est vrai que c'est le même principe. Le principe, oui, c'est toujours. C'est-à-dire que par le vêtement, on va se fondre dans un milieu et en même temps, la différence, c'est que le diable s'habille en Prada, elle revient sur sa transformation physique, alors que dans Working Girl, elle assume complètement le fait d'être devenue plus forte que sa chef et plus forte que les hommes. Ouais. Mais aussi, elle bat sa chef dans le diable s'habille en Prada. Enfin, on va pas rentrer là-dedans. Oui, on va pas faire une comparaison. Mais ils sont des bonnes actrices, hein, dans Mélanie Griffith. C'est super. Mais c'est quelque chose qu'on raconte très peu, c'est le classisme. On prend compte de sexisme et de racisme, mais c'est vrai que l'aspect de classe sociale et le mépris de classe qui est partout, mais il y a une histoire très, très étrange qui m'est arrivée quand j'étais en Angleterre. J'ai bossé, c'est très chic dit comme ça, mais mon premier boulot était au bureau parisien du New York Times. Et là, en 1 minute 50, ma rédactrice en chef venait d'un milieu anglais où elle avait été dans une école qui était très légèrement moins bourgeoise que la mienne. On était toutes les deux middle class. Il y a eu un malaise où on ne s'est jamais parlé. Et elle m'a dit, je sais d'où tu viens, je sais où tu as été à l'école, j'ai pris des cours de diction et je sais que tu l'entends. Et c'était très bizarre. Et ça, c'est un truc qu'il y a vraiment en Angleterre, en Amérique. La fille, là-dedans, ce qu'on n'entend pas, c'est qu'elle a un accent de Staten Island. Et c'est quelque chose qui est rarement vu. Mais et qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit que des marques lancent des faux sacs Ikea à 5 000 €. Il y a un mépris que Bourdieu explore dans La Distinction, d'ailleurs, de codes qui seraient seulement chics une fois qu'ils sont réappropriés par le luxe. Mais ce qui est intéressant aussi dans Working Girl, c'est qu'on a d'un côté une femme qui va se libérer par le vêtement, ou pas se libérer, mais du coup intérioriser des codes de domination.
Et on a aussi effectivement ce rapport de classe-là, parce que les années 80, la mode des années 80, c'est des années très dures, comme vous l'avez dit Agnès B, avec la drogue, le début des années SIDA, mais c'est aussi les années les plus dures de l'ultralibéralisme. C'est à ce moment-là que ça apparaît. Les années Thatcher, ouais. Les années Thatcher. Et ça, on s'en rend compte à travers aussi ce qu'on appelle le pantalon à pince, ou les Golden Boys, ou les uniformes. Non, parce que je me disais Family Life de Ken Loach, par exemple, je ne sais pas quand ça a été tourné, mais c'est un film qui m'a bouleversée pour toujours, ce film-là. Il ne s'agit pas de mode ni rien, mais il s'agit d'autres choses, des filles, justement. Comment on peut se tromper. Elle est très, très malheureuse, cette jeune fille. Quel est ce film Family Life de Ken Loach. Elle finit par être prise pour une folle, alors qu'elle a juste envie d'être un peu libre. Et ça se passe dans un milieu, comme tous les films de Ken Loach, toujours un milieu moyen ou même pauvre en Angleterre. C'est un auteur que j'adore, lui. Et, bon, c'est pas sur la mode, mais c'est évidemment que non. Mais c'est sur les gens, et c'est un film de la même qui date sans doute des années fin 80, mi-80, fin 80. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il n'y avait pas que le superficiel et le léger, il y avait le grave, mais il y avait aussi les gens de talent qui nous nourrissaient par leur travail, par leur art, par leur cinéma, par leur musique. La musique, elle nous aidait aussi à supporter des drames près de nous, de gens qui avaient disparu, de trucs comme ça. Il y avait une convivialité aussi, il y avait des gens qui se tenaient, même les gens qui allaient au Palace. Ils avaient sûrement besoin de se retrouver, même si c'était mis à se préparer pendant... Je sais pas, toute une journée à se faire beau. Une journée à se faire beau, donc à se faire beau, à se faire exceptionnel, à se faire... Mais pour une audience sur place. La différence aujourd'hui, c'est que c'est pour le téléphone portable. Enfin, je suis la première à faire des selfies pour... Enfin, bref, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans une espèce d'effet miroir constant. Si on se fait beau pour une rencontre à plusieurs et qu'on fait une espèce de balle un peu délurée, ok, mais aujourd'hui, maintenant, ça fait partie de l'image publique, la construction d'un personnage public... c'est la plupart des contrats quand on est journaliste de mode ont une clause Instagram de devoir partager les articles, de soutenir la boîte, etc. Donc on devient notre propre portfolio vivant sur le téléphone portable. C'est pas toujours très prometteur. On a parlé de rapports de classe, on a parlé des genres. Vous avez aussi, Alice Pfeiffer, suggéré 2 autres images. Alors, on va voir la numéro 14. C'est intéressant, vous allez nous dire, voilà, vous allez nous dire ce que c'est comme image. C'est Salt and Pepper. Donc c'est un des premiers groupes de rap féminin. Rap féminin qui a New-Yorkais. Oui, c'était à l'époque de Grandmaster Flash, c'était le tout début où le disco avait évolué vers les tout débuts du hip-hop, et il y avait des références panafricaines, des références de baseball, des uniformes américains, desquels ils auraient sûrement été rejetés parce que c'était des milieux très blancs et très mâles. Des grosses chaînes en or, et c'était elle qui avait dit à défaut que ce soit vrai, au moins que ça brille. Du coup, c'est pas forcément du vrai, mais au moins j'en ai plein. Du coup, ils portaient des chaînes énormes, et du coup, ce truc de recréer, de pas ressembler ni au dominant, mais de se dire quel uniforme me raconte moi personnellement. Et là, il y a un mélange je crois que je sais pas d'où viennent les chapeaux, mais c'est une référence africaine de Slim. Comment? Elles en portaient beaucoup, elle portait aussi le continent africain en collier à plusieurs reprises, et de se demander qu'est-ce qu'une jeune femme afro-américaine en 1980 et comment est-ce qu'elle trouve un costume qui passe pas seulement par le costume des autres. Et c'était un mash-up, comme on disait, c'était un remix qui avait jamais été fait avant, qui parlait fort, qui rappait, qui voulait montrer qu'elle produisait leur propre musique et qu'elle poussait pas juste la chansonnette. Mais ça c'est intéressant parce qu'on trouve souvent que les années 80 comme ça, c'est un peu ringard et tout, mais ça a changé profondément. Des rapports, le rapport à la classe justement à cause de l'ultralibéralisme, une dimension critique à ça, le rapport entre les genres, on en a parlé, mais aussi le rapport à la représentation de minorités qui n'étaient pas visibles, qui se sont appropriées une autre manière de se montrer dans l'espace public et qui ne reprenaient pas les codes des dominants. Mais d'ailleurs, Harlem a changé beaucoup, moi qui vais à New York depuis longtemps. La mode je trouve que, oui, à Harlem, non, mais il y a une
Il y a un honneur de venir de l'Afrique, en fait, alors qu'avant, il y avait ce truc de venir des esclaves. Je trouve que tout a changé, d'une certaine manière. Aussi, il y a une globalisation dans les discussions. C'est une chose qui m'a frappée depuis quelques années, et là, depuis longtemps même. Et là, elles ont ces chapeaux faits dans des tissus africains. C'était le début de ça, à mon avis, de cette reconnaissance, tout d'un coup, de ce que Harlem doit à l'Afrique et de ce que nous devons à l'Afrique. Est-ce qu'on a gardé ça alors des années 80, de la mode des années 80, Alice Pfeiffer? En fait, en Amérique, oui, et en France, pas tellement. En France, on a un grand problème de l'Angleterre et l'Amérique vont être multiculturels, nous, on va être universels et laïques, entre guillemets, mais ça veut dire qu'on a beaucoup moins de marge de manœuvre et de réinvention. En Angleterre, typiquement, on va toujours nous montrer comme une mode peut être adaptée à différentes ethnies et différents genres et différents corps. Je veux dire, Beth Ditto a eu des perfectos je crois, en taille 52 ou quelque chose comme ça. Alors, Beth Ditto, c'est la chanteuse de Gossip. De Gossip. Skunk Nancy ou bien Skin étaient des filles qui étaient afrodescendantes mais qui étaient punk, rasées, qui ont mené plus tard au mouvement afro-punk. Donc il y a eu beaucoup plus d'hybridité comme ça. La chanteuse M.I.A. a montré qu'on pouvait tout à fait être d'origine pakistanaise mais être fluid, comme elle dit. Nous, par exemple, quand on voit une Parisienne, c'est toujours la même. Je ne sais pas de quoi a l'air une Parisienne avec des cheveux crépus, par exemple. Je n'en me montre pas. Je ne sais pas de quoi a l'air une Parisienne quand elle fait plus que du 32,5. Donc je pense que dans beaucoup de pays, il y a une rencontre et des croisements et des ouvertures entre sous-cultures, mais qu'on est un peu à la traîne en France. Et là, dans le monde de la mode, par exemple, pour revenir juste sur cette idée de mode ou même de vêtements, beaucoup plus largement, est-ce qu'il y a des coupes, est-ce qu'il y a des couleurs, est-ce qu'il y a des influences qu'on a encore maintenant, pas juste par répétition et parce qu'on n'invente jamais rien et qu'on reprend tout, mais qui ont changé des comportements et qu'on a gardé. Par exemple, le fait de mélanger un chapeau, un haut, un collier qui représente l'Afrique avec un pantalon qui serait typique, porté par un costume de travail qui serait typique de tel pays, des mélanges comme ça d'influences. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se répète à chaque année. De toute façon, c'est comme Picasso qui dit au sujet de Guernica qu'une œuvre d'art qui ne dérange pas ou qui ne rend pas furieux l'institution, c'est de la déco, c'est pas de l'art. On aura toujours vu sur les catwalks les choses les plus choquantes. Libet le faisait à une époque. Si c'est les jogging qui sont houleux ou olé, c'est ce qu'on découvrira sur les catwalks, mais ça très régulièrement, je veux dire, il va y avoir, à une époque c'était mélangé de la haute couture et du jean, c'était extrêmement choquant, je sais pas quoi. Là c'était les faux sacs Ikea et les faux sacs dits Barbès sur les catwalks qui coûtent 5 000 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose que la mode fait tout le temps. Les crocs à talons. Non mais vraiment j'en sais rien, je ne connais pas. Vraiment. Dès que c'est moche, ça peut coûter très cher, très très vite. Non mais malheureusement. Oui mais on voit pas beaucoup ça dans la rue en fait. C'est pour vendre du parfum, c'est pour vendre je sais pas quoi, hein, je crois. Pour vendre des parfums, ouais. Oui. Et puis alors, je peux vous dire une chose aussi qui est très importante, c'est que j'ai jamais fait de publicité et vous savez qui m'a faite, c'est la presse. Parce que la presse, il y avait une objectivité, ça apportait quelque chose tout de suite. Elle, Marie-Claire, Jardin des Modes, tous les journaux. Mais j'ai eu tellement de presse, c'est la presse qui m'a faite. Je suis extrêmement reconnaissante à la presse, sauf que maintenant, malheureusement, c'est plus comme ça. Les annonceurs qui font la loi. Ça, final. Je vous le confirme. Voilà. Mais là, par exemple, l'image qu'on voit de Salt and Peppa, c'est pas du tout, c'est plus la rue que la publicité. Ça, oui, bien sûr, mais c'est drôle parce que c'est toujours beau de voir des filles avec des gros blousons qui leur va pas. C'est ça. Ouais. Hein, c'est toujours touchant de voir ça. Après, et puis les gros blousons comme ça, c'est toujours à la mode plus ou moins. Ça revient, ça passe. Hein. De toute façon, ouais, il y a toujours un dieu entre les genres, entre les générations. Oui. Mais après, je pense que c'est pas l'affaire capitaliste n'est pas si nouvelle que ça. Je veux dire, c'était au début des années 90, Alia a fait la pub Tommy Hilfiger. En Amérique, il y a beaucoup moins, et surtout dans le milieu du hip-hop, il y a beaucoup moins de complexes à gagner de l'argent. Parce que c'est vu comme une progression sociale et comme une prise de visibilité. En France, on a quand même une bohème qui est gênée, qui veut pas parler de sous, qui veut pas accepter de pub, qui voit ça comme une trahison. En Amérique, il y a énormément de endorsement chez les rappeurs qui vont être le visage d'une marque de vodka. C'est quoi endorsement ? C'est par exemple, ça va être Snoop Dogg qui sans aucun problème va investir dans c'est pas Vitamin Water mais encore autre chose. Will Smith qui a 10
10 marques de produits dérivés. Et en fait, c'était pas si grave que ça si elles étaient rattrapées ou elles devenaient égéries de quelque chose. Ça, c'est un snobisme qui est vraiment local. On va voir l'image numéro 13. C'est vous aussi, Alice Pfeiffer, qui l'avez choisi. C'est un extrait, enfin, c'est une photo du documentaire Paris is Burning. Ouais. Racontez-nous ce documentaire parce que c'est vraiment un documentaire génial et assez fondateur. Est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, la bande-annonce ? Non, on a juste ouais. Est-ce que vous l'avez vu déjà ? Alors il faut raconter Paris is Burning parce que c'est incroyable. C'est un film sur le voguing. Et donc le voguing, c'est une scène qui était donc dans des quartiers populaires de personnes qui étaient latinos, noirs, gays et pas gender conforming, donc qui n'étaient pas cis-normatifs, donc qui étaient avant un peu drag queen ou qui correspondaient pas aux normes classiques, hommes ou femmes, qui se disaient à défaut d'être dans le Vogue, on va inventer des compétitions, on va faire des danses comme dans les poses de Vogue. Et donc il y a toute une culture qui est née comme ça. Et Madonna avait d'ailleurs fait. Et Madonna l'a repris. A bossé avec le chorégraphe. Aujourd'hui, la personnalité Kiddy Smile le fait. Et c'est l'idée que à défaut de pouvoir convaincre le pays entier, on aura notre propre communauté où on peut devenir le soir, un week-end, Madonna, si on veut. Et donc, mais là, c'est pas la reprise justement de codes, de domination ou d'habits C'est l'idée de la performance, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une section qui s'appelle homme d'affaires. Et c'est se dire, bon, à défaut d'être un homme d'affaires, je peux vraiment être convaincant visuellement en tant qu'homme d'affaires. Et donc, il y a une section où il y a des gens qui passent avec des attachés-caisses. Et chacun a une catégorie, mais c'est des catégories intersectionnelles, donc qui croisent des questions de genre, des questions sociales, des questions ethniques. Donc il y en a qui s'appelait Butch Femme, et c'est une femme hyper féminine. Oui, puis c'est une sorte de famille, le voguing. C'est-à-dire qu'il y a des maisons, voilà, il y a des maisons de voguing dédiées à des créateurs de mode. Voilà, et on rentre dans une maison, on est presque parrainé, on est soutenu. On s'entraîne. Exactement. Ouais. Et ce qui est assez faux aussi, c'est qu'on peut faire le parallèle avec le palace. Vous avez parlé du palace ou des bains-douches, mais c'est que dans ce documentaire, on voit que les gens se préparent toute la journée, pendant des semaines, pour se faire beau pour cette soirée-là, pour être... Robe, voilà. Mais ça, Farida Khelfa, qui était donc une mannequin, qui était la seule mannequin maghrébine qu'il y a eu en France d'ailleurs, c'est assez fou. Et qui racontait qu'en fait, oui, ça faisait aussi partie de l'histoire, c'est de se dire quelle tenue je peux confectionner moi-même pour être la plus fabuleuse. Ça, c'est des valeurs qui ne sont pas quantifiables, en fait. D'expliquer pourquoi quelqu'un est chic, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le compter. Oui, ça ne tient pas forcément à une coupe, à un vêtement à un moment donné. On n'arrive pas à dire... Il n'y a pas d'explication parfaitement scientifique ou parfaitement cloisonnée. C'est-à-dire que l'allure, ça peut venir... L'allure, le style, ça peut venir de absolument n'importe où. Ça, vous savez ça mieux que moi. Je crois que c'était Farida Khelfa qui racontait qu'elle allait au palace et je crois que juste avant de rentrer en boîte, elle a décidé d'arracher sa jupe ou quelque chose comme ça. Farida ? Ouais. Ah oui. Et elle est rentrée à moitié à poil. Et Kiddy Smile, donc, qui est un chanteur qui aujourd'hui fait du voguing en France, m'a raconté. Qui fait du voguing et qui, quand même, a fait la fête de la musique à l'Élysée. Avec un Brigitte Macron lui a demandé. Fils d'immigrés noirs et pédés. Il a fait poser. Il a beau poser avec Brigitte Macron et toute sa troupe. Et donc Emmanuel Macron avec ses grandes lunettes comme ça, pas très loin de ce qui se promène là. Et lui, il me racontait qu'il avait eu 8 000 € pour faire son clip. Et il avait dépensé 6 000 € pour faire un costume à plumes. Donc en fait c'est prendre confiance. C'est l'importance du paraître là pour le coup. C'est la toute petite marge de manœuvre qu'on a par rapport à un corps qu'on contrôle. On contrôlera jamais la lecture qu'a la société de notre corps, de notre image, de notre âge, de notre poids. Donc la seule chose qu'on peut un tout petit peu manigancer, disons, c'est ça qui a un lien entre l'intime et ce qu'on donne à montrer. Tout d'un coup, ça me fait penser à une fille qui s'appelait Marie-France. Tu t'en souviens, toi, Fury ? Qui était un garçon, c'était une femme, un garçon-femme, une femme-garçon, mais qui était super classe et qui ressemblait un peu à Marlène Dietrich et qui était tout le temps. Rue du Jour, on a ouvert la galerie en 83, donc à ce moment-là, en plein milieu des années 80, et c'est là où j'ai connu tous les gens des Halles, la faune de Paris, de la nuit. Ils étaient toujours à mes vernissages. Je les ai connus dès ce moment-là. C'est comme ça.
Puis après, il passait à la boutique. Enfin, oui, c'était très perméable. C'était un petit milieu. Hein. C'était pas tellement immense. Hein. Il n'y avait pas énormément de gens. Il y avait des intellos, il y avait des anciens de 68, mais ils avaient que 5 ans de plus, 6 ans de plus. Il y avait des gens très vrais. Très vrai. Alors on va finir avec juste encore des photos de vous que vous nous avez envoyées, Agnès B, de vos créations. C'est les images numéro 9, c'est de l'hiver 84. Si vous voulez, vous pouvez les commenter. Ça fait partie d'ailleurs des images que vous avez montrées tout à l'heure sur le livre. On peut se dire aussi que c'est très actuel. Ça, c'était au même endroit, tout ça. Là. Par contre, c'était à New York avec... ça fait ces mannequins très très belles, magnifiques. C'est les vêtements. C'était une jupe en mousseline de soie avec un foulard que j'avais mis en dos nu avec des mitaines. Et puis là, ça c'était dans la même série que le quai André Citroën, là où j'avais fait dans le terrain vague là-bas. Alors ça c'était une jupe en lin blanc avec un débardeur blanc et puis des t-shirts col montant avec les manches en dentelle. Et puis une robe en cuir et un petit cardigan en cuir. Alors là, l'épaule est un peu décollée, elle est un peu grosse, je sais pas ce qui C'est se des passe. épaulettes ? Il y avait une épaulette dans la veste, mais elle me semble, elle l'a peut-être décalée un peu d'un côté sur l'autre, vous voyez. Oui, oui. Ouais. Mais elle avait aussi on avait toujours ces chaussures plates, noires ou blanches, comme un peu des répétos. Comme des derbies. Voilà, que portait Gainsbourg oui. aussi. Il portait toujours Oui, des... mais moi, chichiteuse. Je préfère celle-ci. Oui. Non, mais je veux dire, c'est cette époque-là aussi. Puis le cardigan pression en cuir que porte Dorothée, je le faisais déjà à ce moment-là. Et c'est une robe ou c'est un Marcel? Non. C'est un Marcel avec une jupe en lin blanc. C'est bien, c'est sexy. Sans soutien-gorge. Petit tips comme ça. Et puis ça, j'avais fait ça en bas de chez Brigitte Lacombe, la grande photographe, qui m'avait prêté son appartement pour montrer ma collection à New York à des journaux. Et donc Rebecca, elle s'appelait Jessica Webb ou un nom comme ça. Elle est très connue toujours. Et elle était arrivée drapée dans un drap de lit avec des sandales pour poser. Elle commençait à être mannequin à ce moment-là. Juste. Et je l'avais choisie parce que je la trouvais très belle. Alors quand vous me parlez du début des mannequins noirs, ça fait 200 fois qu'on nous parle. Non, mais exactement. Que c'est la première fois qu'il y a des mannequins noirs, mais ça fait très longtemps. La mode descend dans la rue. Oui, tout ça. Mais entre tradition et modernité. Moi, j'ai toujours aimé avoir des mannequins noirs. En tradition et modernité, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ouais. Non, mais il y en a toujours comme ça. Le masculin, féminin, l'unisexe qu'on redécouvre tous les 3 ans et demi. Moi, j'ai toujours adoré les vêtements. J'ai toujours adoré les gens un peu androgynes et puis les habiller. Moi, ça me pose aucun problème. Mais c'est tout en votre honneur de n'avoir pas fait tout un statement général et un exercice de communication. Bon, on va arrêter alors. On va clore cette discussion sur cette idée-là, sur le fait que vous vous êtes jamais posé la question de à qui vous habillez, mais juste faire des vêtements pour tout le monde. Alors, et qu'est-ce que le futur alors? J'ai une question. Ah oui, après les années 80. Mais d'ailleurs, vous pouvez poser des questions. Dans la thèse qui est spécialiste du futur et de la mode, et je crois que je lui ai posé une question. Ah oui. Le futur. Noémie, je pense qu'elle veut poser une question. Je vous présente Noémie Balma, qui est formidable et qui a un magazine qui s'appelle Futur 404 et qui va bientôt sortir. Et j'en profite. Bravo à vous aussi. Merci beaucoup. Moi, j'ai plus une question. J'aime pas apporter des réponses, j'aime mieux poser des questions. Et vous dites que vous vous intéressez beaucoup au futur. Du coup, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre vision du futur, Agnès, avec toute votre expérience. Et voilà. Je disais tout à l'heure que j'espérais qu'on allait être plus dans l'être, dans le paraître, qu'on allait s'intéresser à... Il y a des gens qui me fascinent, comme notre ami qui est allé dans le ciel et qui a communiqué beaucoup, qui a raconté Thomas Pesquet, qui a raconté ce qu'il voyait pendant tout son voyage. C'était magnifique. Et quand il est revenu, il avait l'air d'un ange. Il était bleu pâle, tellement il était... Il avait la langue tellement lourde qu'il ne pouvait pas parler pendant plusieurs jours. Et il paraît que son corps a vieilli 2 fois plus vite, ou je sais pas. Alors c'est quelqu'un qui m'a fasciné, que j'ai rencontré, que j'ai habillé pour Cannes. Je lui ai mis un nœud papillon, j'en ai trouvé un avec des étoiles. Il était trop content d'avoir un nœud papillon avec des étoiles, parce qu'il avait fait il était à Cannes cet été, là, au mois de mai. Non, des gens comme ça me tire vers le futur. Et puis mon travail m'entraîne toujours. Je suis en train de faire... j'ai fini l'hiver prochain. Alors qu'il n'a même pas fait froid. Alors on va encore. s'habiller comment chez vous l'hiver prochain? Mais moi, je mets toujours des couleurs et puis d'autres choses. Et puis
Je présente l'homme et la femme en même temps le 4 mars. Ok. On y sera. Et il y aura garçon et fille en même temps. Parfait. Et alors je suis allée au Palace avant-hier soir, il y avait des gens qui dansaient tellement bien, qui vont être là au défilé, qui vont danser, oui, pour le final. Voilà, comme quoi. Plus de dons. Ouais. Mais c'est bien de sortir, hein. Moi j'adore la nuit en fait. Mais c'est bien de travaille bouger. trop. Aussi. Oui, vraiment. Merci beaucoup d'être là, hein, tout le monde. J'espère que. Ça Alors, vous est-ce qu'il y a d'autres... intéressé. Je vois que le micro circule. C'est le futur, c'est ça, on l'a dit. Ah, voilà. Paris is burning. D'accord. Et Paris brûle. Et sinon, le livre dont vous aviez parlé au début? Il y a Les Jeunes gens modernes, c'est une exposition qu'on avait faite avec Jean-François Sens sur justement la musique et cette... c'est cela. Si vous voulez, vous pouvez venir. Merci. Oui, il n'y avait pas Cadiz, donc qui était l'arbitre des élégances, qui était terrible, qui était adorable. L'arbitre des élégances, c'est magnifique. Pourquoi je fais pas ça, moi? Et alors, c'est-à-dire arbitre des élégances, ça veut dire? Il était génial, pas Cadiz. J'adore. Donc ça, c'est quelqu'un qui est chez nous, d'ailleurs, qui a fait cette pochette, l'affiche, tout ça. Et l'exposition aussi, en fait, c'est une exposition à nous qui a circulé. Et c'est justement sur ces années 80. Ah ben voilà, Alain Pacadis. Et voilà, Alain Pacadis, voilà, le Palace. Ça, c'est le livre, je ne sais pas ce qu'il nous reste. Galerie du Jour, on l'a publié à la Galerie du Jour, donc. Il en reste quelques exemplaires, c'est ça Agnès, oui. Hein, quelques exemplaires de ce livre. Oui, je crois qu'il en reste quelques-uns, parce que l'exposition a tourné. Il y avait plein, il y avait Élie et Jacquenot, il y avait ces gens, et Marquis de Sade, et là, il y avait, donc, oui, on en a parlé tout à l'heure déjà. Ouais, ils étaient super, mais eux, ils étaient quand même habillés un peu au puce, hein, plus que dans les marques. Hein. Oui. Dao, je l'ai habillé énormément. Hein. Tiens, ça, c'est Loulou. Ouais, vous habillez chez moi aussi, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Taxi Girl aussi, le groupe Taxi Girl. Ouais, c'était bien. Non, mais la musique était importante aussi. Il y avait une scène française de la musique qui était importante à ce moment-là aussi. Donc pas d'autres questions? Eh bien alors voilà, merci. Moi, je suis dans le quartier, on se reverra. Je suis pas là. Je suis du quartier en fait. Il y a le livre ici si vous voulez venir voir. Merci beaucoup Agnès B, merci beaucoup Alice Pfeiffer.